Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Philippe Génada, c'est lui. Je suis ravi, mais vraiment, d'avoir l'occasion d'essayer de vous faire partager et de vous inoculer, pour ceux qui n'en sont pas déjà atteints, mon admiration et mon enthousiasme pour l'œuvre de Philippe Génada. Alors Et pour heureusement, l'homme, et pour l'homme. non, justement, j'allais dire, en matière de littérature, il faut séparer la vie et l'œuvre. Et autant d'un point de vue humain, c'est quelqu'un d'absolument détestable, autant ça me coûte de l'admettre, mais son travail est extrêmement convaincant. Donc on va essayer de faire abstraction de tout ce qu'il y a d'embarrassant dans son caractère et se concentrer sur son travail. C'est bien parti, non ça... C'est tous les écrivains qui sont invités par Libri Mundi, en tout cas cette année, je ne me prononcerai pas sur l'année dernière, ce serait immodeste, mais cette année, tous les écrivains sont d'une qualité et d'une altitude phénoménale et stratosphérique, mais Génada est particulier en cela que, à l'exception éventuelle de Éric Vuillard-Demain, et encore dans une bien moindre mesure, c'est le seul parmi les gens qui sont là cette année, dont on peut dire qu'il a inventé un genre, ou en tout cas qu'il a fait avancer la grammaire et les codes du genre dans lequel il exerce. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un cuisinier qui avait inventé un plat. Tous les ingrédients qu'il manipule sont connus, disponibles, mais après c'est une histoire de proportion, et c'est vrai que lui, il a mis au point, sans que ce soit des recettes, mais il a mis au point un dispositif qui n'existait pas à l'identique avant lui. Et c'est suffisamment rare pour que ça mérite d'être souligné et célébré. Et c'est la généalogie de cette création qu'on va essayer en 40 minutes de remonter. Alors il a, chose rare pour un écrivain français, il a un peu une bio qui ressemble à celle des écrivains américains. Vous savez, les écrivains américains, ils ont toujours fait 40 boulots. Ils ont été portiers de boîte, camionneurs, chercheurs d'or, etc. Alors Génada, je ne sais pas, peut-être si tu as été portier de boîte, encore que il n'est jamais trop tard. Mais il voulait être pilote de chasse, il a été animatrice de Minitel Rose, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui se sont défrommagés le minaret et qui ont fait une colossale consommation de Kleenex en pensant s'adresser à une blonde à forte poitrine, et en fait c'était Pépère qui était à l'autre bout du fil. J'étais pas animatrice de Minitel Rose, j'étais la première animatrice de Minitel Rose du monde. La première de France, donc du monde. Claire ou Sophie, je m'appelais. C'était dans les années 80. Claire, j'étais plutôt sage, mais un peu coquine. Sophie, j'y allais plus, franchement. T'as fait aussi un peu de cinéma. J'ai fait des vagues études de cinéma, oui, mais Ouais. j'ai monde trop cruel et sauvage pour moi. Et depuis quelques années, il gagne sa vie le plus honnêtement du monde en contribuant à la presse à scandale que nous feuilletons tous en cachette quand nous allons nous faire rafraîchir la nuque ou brocher le chignon, puisqu'il est le cheville ouvrière de l'excellent magazine Voici. Oui, depuis 21 ans, j'écris. Je suis évidemment de très loin le plus vieux à écrire dans Voici. J'écris 6 pages chaque semaine dans Voici depuis 21 ans. Les coupes de cheveux de Britney Spears, les amours de Johnny Depp. Aucun secret pour moi. S'il y a des questions après, c'est plus intéressant que les livres, on peut... Et alors, il a un autre truc que je trouve particulier. C'est que contrairement à la plupart des auteurs qui sont généralement, dès leur plus jeune âge, affligés d'un pathétique besoin de s'exprimer et d'exister et de clamer au monde leur présence sur Terre, Génada est devenu écrivain par accident. Alors c'est un peu... La vie n'est pas juste, autant que vous le sachiez, enfin si vous conserviez le moindre doute, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui rêvent d'être écrivains depuis l'âge de 5 ans et qui torturent leur entourage avec leurs émois, leur dépucelage ou leur point de vue sur la vie, l'amour, le monde, la coiffure, et tout le monde s'entorche. Et lui qui avait aucune envie d'être écrivain, eh ben, c'est devenu un écrivain colossal qui, à tous les sens du terme, et qui, comme je le disais, a même créé une filière. Donc est-ce que tu veux bien raconter aux gens comment tu t'es retrouvé à faire écrivain, presque par accident? Plus que presque. En fait, c'est en deux étapes. Donc, comme Laurent, enfin je vais l'appeler Chalumeau, puisqu'il m'appelle Génada, comme Chalumeau disait tout à l'heure,
Je voulais Tu peux t'appeler Sophie si tu préfères. Claire. Sophie, trop. Je voulais être pilote de chasse, donc j'ai fait des études de maths plutôt. Et puis j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Mais donc je suis devenu animatrice du Minitel Rose. J'ai aussi écrit des lettres dans des petits journaux, genre Union, des choses comme ça. Enfin, donc j'avais pas pris vraiment la voie de la littérature pure. Et puis, mais j'ai jamais eu l'intention d'écrire ni de romans, ni de nouvelles, ni rien du tout. Et puis quand j'avais 24 ou 25 ans, j'ai complètement perdu la boule. C'est-à-dire que vraiment, je devenais complètement cinglé. C'était assez progressif sur 6 mois, mais au bout de 6 mois, vraiment j'avais un problème psychiatrique. Donc je me suis dit, soit je me fais interner en psychiatrie, soit je fais quelque chose d'assez violent, en tout cas quelque chose qui me secoue et qui me sorte de cet état, de cette sorte de spirale dans laquelle je sombrais. Et donc, je me suis enfermé chez moi. Il y avait à cette époque-là une femme qui avait fait une expérience dans une grotte, une jeune femme, Véronique Le Guen, elle s'appelait, une scientifique. Elle était descendue 3 mois au fond d'une grotte, avec des électrodes, des choses comme ça, sans aucun contact avec l'extérieur et surtout sans aucune notion du temps. C'était pour étudier les rythmes. Par exemple, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on croit, elle dormait 20 heures toutes les 46 heures ou quelque chose comme ça. Enfin, elle n'avait pas du tout le même rythme. Ou elle avait faim toutes les 15 heures au lieu de toutes les 5 heures pour nous. Bref. Et je vois aux informations, elle sort de sa grotte. Au bout de 3 mois, elle sort, elle est toute... Je me dis, voilà ce que je vais faire. Je vais m'enfermer dans une grotte. Ça doit être assez remuant, suffisamment traumatisant pour que ça me sorte de mon mal-être, de mon malaise. Et je ne dispose pas de grotte, j'ai pas de grotte, donc je me suis dit, je vais faire ça chez moi. Et comme chez moi, c'est plus facile, je pense, qu'au fond d'une grotte, au lieu de faire 3 mois, j'ai fait 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai fermé mes volets, je me suis débarrassé de mon téléphone, de ma télé, de ma radio, de ma chaîne IFI, de tout ce qui pouvait apporter quoi que ce soit à l'extérieur. Et je suis resté enfermé 365 jours, en fait un peu plus, parce que je n'arrivais plus à sortir au bout d'un moment. Et donc voilà, pendant 365 jours, alors à la différence d'elle, je voyais quand même à travers les persiennes le jour qui se levait ou pas. Donc je me levais quand il faisait jour, je m'asseyais, je regardais le mur et j'attendais que la nuit tombe. Et tu bectais quoi? Et je bectais, alors j'ai un peu triché, je sortais 4 minutes par jour. J'avais en bas de chez moi un tabac et un Franprix, donc j'allais acheter des cigarettes et des pâtes, j'avais pas d'argent du tout, des pâtes ou des pommes de terre. J'avais prévenu le patron du tabac, parce que je m'étais fixé de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas parler. Que je viendrais tous les jours, il fallait qu'il me donne un paquet de cigarettes et qu'il ne s'étonne pas si je dis pas au revoir, merci, machin. Les caissières du Franprix, j'ai pas pu les prévenir, donc elles voyaient tous les jours le même type qui arrivait. Bonjour monsieur, merci monsieur, au revoir monsieur. Donc voilà, donc je sortais 5 minutes, je faisais cuire mes pâtes et voilà. Donc pendant 1 an, et c'était tellement ennuyeux, le mot est faible, c'est-à-dire que vraiment... 1 mois, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. On se dit, tiens, je fais une expérience. Oh là là, ça fait 1 mois que j'ai pas parlé, que j'ai vu personne, que j'ai pas entendu de musique ou quoi que ce soit. 2 mois, 3 mois. Et j'ai failli vraiment abandonner. Toutes les semaines, je me disais, je vais abandonner, c'est pas possible. Et je voulais aller au bout. Je me suis dit, pour une fois que je me fixe quelque chose de sérieux, on peut pas dire ça, mais en tout cas de rigoureux, il faut que j'aille au bout. Et donc, il fallait que je m'occupe d'une manière ou d'une autre. Et surtout, il fallait que je fasse sortir des choses de moi, parce que sans jouer les grands mots, on a besoin de s'exprimer, ça c'est pas ça, c'est que même si je faisais un rêve bizarre ou si je me cognais le pied contre un meuble et que ça me faisait mal, je pouvais en parler à personne. Et donc j'avais chez moi, si j'avais eu une guitare, je pense que je me serais mis à jouer de la guitare, à essayer de jouer de la guitare. Si j'avais eu un pinceau et des couleurs, j'avais juste des feuilles et un stylo. Et donc je me suis mis à écrire sans intention de publier ni rien, juste pour m'occuper et pour que des trucs sortent de moi, des histoires sortent de moi. Donc j'ai écrit quelques nouvelles qui n'étaient pas censées être publiées et qui l'ont été finalement ensuite. Et alors, là on est en quelle année? Là on est en 89. Voilà, et donc en 89, les arbitres des élégances littéraires et les milieux qui s'autorisent, comme disait Coluche, commençaient déjà à se tirer sur l'élastique avec des histoires d'autofiction. Savoir, parce que l'autofiction, on peut la faire remonter aux confessions de Jean-Jacques Rousseau et à ses rêveries du promeneur solitaire. Mais bon, dans les années 90, on a commencé à se dire, voilà, il y a des gens qui ont inventé l'eau tiède et l'autofiction. Or, toi, l'une de tes autres particularités, c'est que tu n'as jamais écrit, à proprement parler, de la fiction. C'est-à-dire que le matériau dont tu t'es emparé et que tu as recyclé, c'était ce qui t'arrivait à toi, c'est ta vie, quoi. Oui, parce que je me pose encore la question. Je ne sais pas si je suis... Alors, j'écris jamais de fiction, d'invention
soit je parle de moi, en déformant un peu, hein, soit d'autres gens, mais... Et je ne sais pas si je suis incapable d'écrire la fiction, si j'ai pas assez d'imagination, pas l'esprit bien organisé pour ça, ou si ça m'intéresse pas. Alors je dis plutôt pour me rassurer que c'est parce que ça m'intéresse pas, mais peut-être que c'est parce que j'y arriverai pas. En tout cas, si j'ai un personnage qui marche dans la rue et que je peux soit lui faire croiser l'amour de sa vie, soit lui faire tomber un pot de fleurs sur la tête, soit un chien se jette dessus et lui arrache la jambe. Enfin, si c'est trop large, moi j'ai besoin, je compare souvent ça à la peinture par exemple. Si j'étais peintre, je préférerais, c'est pas que je préférerais, je sais que je peindrais plutôt pour un portrait, je peindrais plutôt votre tête que j'inventerais une tête. Et on en parle beaucoup en littérature, mais en peinture peu, on dit pas Cézanne qui a peint la Sainte-Victoire, on dit pas, dis donc il s'est pas foulé, il aurait quand même pu inventer une montagne. Donc moi j'ai besoin de support comme ça, et c'est là que je me sens dans un cadre assez serré, que je peux inventer un petit peu, que je peux créer quelque chose qui m'intéresse et dans lequel je m'exprime, j'espère, à peu près correctement. Alors donc, dans les premières années pour pas dire ta carrière, mais de ton parcours littéraire, tu as parlé de toi et des tiens. Hein, il y a plusieurs livres comme ça qui s'enchaînent et dans lesquels tu visites différentes étapes, différentes circonstances de l'existence. Tu peux peut-être nous en énumérer quelques-unes. Oui, par exemple, ça a commencé encore une fois parce qu'après cette période où j'étais enfermé, où j'ai écrit quelques nouvelles, elles ont été remarquées par un directeur de journal qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelait Michel Butel, qui dirigeait un journal qui s'appelait L'Autre Journal, qui a publié certaines de ces nouvelles. Donc moi j'ai continué un peu à écrire des textes courts, etc. Mais jamais, très sincèrement, jamais je me suis dit je vais écrire un roman. Ça me paraissait immense. J'ai l'impression qu'il me fallait C'est comme si on part d'ici, là, on entre dans la mer ici et qu'on se dit il faut que je nage jusqu'à Rio de Janeiro, quoi. Moi, ça me paraissait impossible. Et donc, j'avais pas du tout cette idée-là. Et puis un jour, en 90 ou 91, ou peut-être un peu plus tard, il m'est arrivé un drôle de truc. Je rentrais chez moi un soir, un peu tangant, vacillant, un peu chalumeau, comme on dit dans le langage courant. Et à 100 mètres de chez moi, je vois un petit vieil homme tout fragile qui se fait attaquer par un grand jeune costaud qui s'est avéré être corse, en fait. Il s'appelait, je ne me rappelle plus, parce que dans le livre j'ai changé le nom et du coup j'ai oublié son vrai nom, mais c'était un corse. Et bref, un jeune et qui attaquait vraiment férocement ce petit vieux qui essayait de lui arracher sa chaîne. Première fois de ma vie, j'ai un acte héroïque. C'est-à-dire que je me jette, alors grâce au litre de whisky que j'avais ingurgité, je me jette sur le jeune, je n'aurais pas dû. Et je me mets à lutter contre lui, un combat, j'imagine, émouvant et spectaculaire à voir. Et chose ahurissante, je le mets en fuite. Le jeune s'enfuit en courant, en pestant, en me traitant de tous les noms, mais il s'enfuit et le vieux a gardé sa chaîne, mais il a été un peu molesté. Il y a un bar à côté, je me dis, j'ai bien mérité un verre. Je dis au petit vieux, ne me remerciez pas. Il ne me remercie pas d'ailleurs, mais ne me remerciez pas. Je vais boire un verre dans le bar qui allait fermer un quart d'heure. Il était tard, qui allait fermer un quart d'heure plus tard. Je sors du bar, je marche vers chez moi, et là j'entends une voiture qui me double et qui pile, mais comme dans les films. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et dans mon dos, j'entends, c'est lui, c'est lui. Et le petit vieux, le pauvre, il avait été trop secoué, le jeune Corse l'avait trop secoué, son cerveau, le petit vieux pensait que c'était moi, l'agresseur. Sauf qu'il dit c'est lui, et je vois deux espèces de brutes patibulaires en jean qui sortent de la voiture, qui se jettent sur moi. Je me dis, le petit vieux, en fait, était parrain de la mafia serbe ou je ne sais pas quoi, qui me plaque au sol, qui me frappe et tout ça. Et dans mon dos, j'entends... Je dis, ça y est, je vais prendre un... Et non, c'était les menottes. Donc c'était des policiers, ils m'emmènent au poste, j'ai passé 24 heures au poste. Une injustice... Je me suis dit, plus jamais je n'aide quelqu'un. Là, si ce soir, on rentre, qui que ce soit d'entre vous se fait attaquer, si c'est moi, tant pis. Et je rentre chez moi après 24 heures, assez difficile. C'était le commissariat qui était à l'époque très dur à Paris, qui était le commissariat du 17e, où ils ont été vraiment assez rudes, mais ils ont fini par me libérer. Le commissaire, ça va durer 5 heures. Le commissaire, au moment où il me libère, il dit « Oh là là, mais en fait, on a commis une bavure, une injustice. On vous a accusé à tort. » Je dis « Ben oui. » Il dit « Oh là là, mais vous devez nous en vouloir terriblement. » Je dis « Ben non, ça va, je voulais pas le... »
Il me dit, oh, je vous raccompagne à l'ascenseur, allez-y. Et puis je rentre dans l'ascenseur, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Les portes se ferment, hop, il met son pied, je dis, bon, bah, ça y est, alors là, je suis parti pour Fleury-Mérogis. Et il dit, au fait, monsieur Génada, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un se faire agresser, rentrez chez vous tranquillement. Il m'a dit ça, le commissaire. Donc je ne fais que suivre. Bref, je rentre chez moi tranquillement et j'étais à la fois terrifié par l'injustice et la brutalité du monde, et puis en même temps c'était drôle. Enfin, seule fois de ma vie où je fais quelque chose de bien et on m'arrête. Et donc je me dis, je vais écrire une nouvelle, comme j'écrivais des nouvelles à cette époque-là. Et puis, comme ça me concernait vraiment, c'est là que je me suis rendu compte que quand c'était vrai, j'arrivais mieux à m'exprimer, je m'épanchais un peu. Et cette nouvelle, quand elle a fait 70 pages, je me suis dit, je pourrais jamais la publier nulle part, je pourrais jamais en faire. Donc je me suis dit, j'ai peut-être un bon sujet, le bon petit gars naïf et plein de bonne volonté qui se prend des coups de massue sur la tête. Et donc j'ai continué et j'ai écrit un roman. Et donc les autres, ça c'était mon premier roman, du bon petit gars, c'était moi, qui cherche l'amour et qui, le pauvre, ne trouve pas. Le deuxième, il rencontre l'amour, coup de foudre, passion folle. Le troisième, cauchemar de la vie de couple avec la femme du deuxième. Le quatrième, un enfant, etc. Et donc c'est pour ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça a suivi un peu la progression dans ma vie, jusqu'à ce que ma vie devienne d'une monotonie, d'une platitude délicieuse pour moi. Quand ta vie est devenue un peu Génada, comme on dit dans le jargon. Voilà. Exactement, ouais. Et que là, alors pour moi j'adore ça, mais si j'en ai écrit un livre, c'est chapitre 1, j'ai oublié le gruyère à Franprix, chapitre 2, Jonathan a été éliminé à Koh-Lanta, c'est pas vrai. Voilà, donc j'ai changé maintenant. Et donc, alors là, tu t'es mis à raconter la vie des autres, tout en continuant, et c'est là où c'est extrêmement original, tout en continuant à raconter une partie de la tienne, mais dès lors que tu t'empares d'histoires judiciaires, enfin, dont la première fois que tu as parlé de quelqu'un d'autre, c'était une espèce de figure de brigand bien aimé, un peu l'anti-Mérine, ou Mesrine, je ne sais jamais comment il faut dire, dans un livre qui s'intitule Soulac, du nom du personnage. Et là, tout en parlant de ton personnage, tu fais profiter le lecteur de ton itinéraire pour arriver jusqu'à l'histoire. Et ça, cette vertu, que ça accueille le lecteur à travers toi dans le dispositif narratif. Et donc c'est presque comme un jeu vidéo en fait, où le lecteur se retrouve à pénétrer dans le labyrinthe par ton truchement. En fait, c'est pas du tout une coquetterie narcissique, parce que généralement, avec beaucoup d'humour, tu te présentes sous un jour qui n'est pas forcément favorable. Mais ça, on y reviendra quand on en viendra à tes contre-enquêtes, à tes contre-enquêtes. Je pense qu'il n'y a pas de S à contre. Il y a un tiret. Mais dans Soulac, déjà, tu parles de toi, et en fait, c'est le lecteur que tu fais monter sur ton porte-bagages. En fait, c'est au début, c'est encore une fois une sorte de, pas vraiment un hasard, mais c'est grâce à mon éditeur. Pour une fois, un éditeur a servi à quelque chose. J'annonce à mon éditeur, après 7 livres, j'avais écrit 7 livres qui marchaient bien dans un petit... j'avais des lecteurs fidèles, c'était pas un grand public, mais j'avais des lecteurs fidèles qui me suivaient, donc mon éditeur il était content. Et je lui annonce que j'arrête d'écrire sur moi, sur ma vie, sur mes histoires de coups de foudre, de vie conjugale, d'enfants, etc. Et parce que j'ai plus rien à dire. Et je lui dis, je vais raconter la vie de quelqu'un d'autre. Alors là, il est un peu déconcerté, il dit, ah, mais tu sais que les gens t'aiment bien parce que tu parles de toi. Et il me dit, c'est un homme formidable qui écoute les auteurs, il s'appelle Bernard Barrault, il me dit, d'accord, mais on fait un pacte à une seule condition, le premier mot du livre, il faut que ce soit « je ». Je dis, oui, d'accord, j'étais content qu'il me laisse écrire ce que je voulais. Et puis j'écris le livre et j'ai oublié. Le fourbe, quoi, le trait. Le livre commence par une parole de chanson de Lynn Renaud. Enfin bref, il n'y a pas jeu du tout. Mais donc je me suis rendu compte, je voulais pas changer mon début parce que je l'aimais bien, mais je me suis rendu compte que j'avais trahi sa confiance pendant l'écriture du livre. Et en fait, ça m'allait bien de parler. Alors comme tu disais, j'espère qu'on prend pas ça pour de l'égocentrisme ou du narcissisme ou je ne sais quoi. Ça me va bien parce que, très modestement, pour moi, écrire un livre, c'est juste raconter une histoire et tous les moyens sont bons pour que le lecteur soit dans l'histoire, qu'il y entre, qu'il y reste
et qu'il aille jusqu'au bout. Il y a autant de moyens que d'auteurs, je suppose. Moi, le fait de me mettre en scène, comme tu disais, de manière pour le moins humble, puisque il m'arrive que des catastrophes ou des choses pathétiques, eh ben, j'ai l'impression que j'accompagne le lecteur, ça m'aide à lui raconter l'histoire et à le tenir dans l'histoire. Mes livres d'après, les 2 derniers livres, racontent des choses très tristes ou très barbares, enfin des bains de sang, des faits divers, des trucs... Donc ça m'aide aussi à assouplir un peu l'histoire, à ne pas... Par exemple, le livre d'après s'appelait La petite femelle, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelait Pauline Dubuisson. Sa vie est d'une noirceur, d'une pesanteur, d'une tristesse terrible. J'ai pas envie de mettre un gros bloc noir comme ça dans les mains du lecteur, lui dire voilà, allez maintenant, prends ça dans les yeux, quoi. Donc ma mère, je dis souvent ça, ma mère, quand elle l'a lu, elle m'a dit, ma mère qui n'est pas littéraire spécialement, du tout même, elle m'a dit, ah, ça m'a rappelé quelque chose, elle aime bien faire des gâteaux. Elle dit, tu vois, quand tu fais un 4 quarts, par exemple, c'est bon le 4 quarts, mais c'est un peu mastoc, quoi, c'est un peu... Et elle dit, si tu mets des petits morceaux de pommes cuites ou de poire cuite dedans, ça reste du 4 quarts, mais ça passe beaucoup mieux. Et elle me dit, toi, tes petits machins de ta vie, c'est les petites pommes cuites. Ma vie est une petite pomme cuite, bon, c'est moins encourageant à continuer, mais... Donc voilà, c'est pour aider. À la fois, moi, ça m'amuse. Je sais aussi, je m'étais dit quand même, tous les lecteurs, mes lecteurs d'avant, il faut bien qu'ils s'y retrouvent un peu, etc. Et donc voilà, mais c'est pas du tout une réflexion. Tout à l'heure, tu disais que c'est une nouvelle forme de... Voilà, c'est pas du tout une réflexion, c'est une... Je cherchais un moyen de faire passer des histoires tristes et douloureuses. Ah, mais dans mon esprit, il a toujours été clair que tu t'es retrouvé à être génial par accident. Hein. À aucun moment, j'ai pensé que c'était le fruit d'une réflexion. Ça, je te mets à l'aise. Non, toute blague à part, donc à partir de ce livre Soulac qui raconte l'histoire une espèce de Robin des Bois, mais pour de vrai, Robin des Bois en France des années 60-70, hein, c'est ça? Ouais. 70-80. 70-80. Vraiment une figure irrésistiblement sympathique, c'est-à-dire d'un type qui réussit des exploits délictueux, certes, mais en tâchant d'éviter de faire couler le sang, avec un code de l'honneur, comme on pense qu'il n'en existe que dans les fictions. Et là, même pas de faire couler de sang. C'est-à-dire qu'il a réalisé des braquages. C'est pas bien de braquer des bijouteries, Mais même, il n'a jamais fait ça à une vendeuse ou un vendeur, quoi. Hein. Une fois, il est rentré dans une bijouterie. La vendeuse a eu peur, elle s'est mise à pleurer. Il a dit calmez-vous, il y a des bijouteries partout. J'irai en cambrioler une autre. Et il est reparti. Et donc là, c'est la première fois que tu te retrouves à manipuler comme ça une matière judiciaire. Mais là, les faits étaient établis. Alors bon, tu cherches évidemment à te documenter, tu rencontres des témoins, des proches. Mais est-ce que c'est là où le virus de la contre-enquête te vient? Parce que là, Soulac, il ne s'agit pas à proprement parler d'une contre-enquête. C'est-à-dire que tu reconstitues des faits, tu ajoutes des éclairages nouveaux. Bon, c'est plus complet que des choses qui avaient pu être déjà publiées sur le gars, ne serait-ce que dans la presse. Mais c'est le galop d'essai de ce qui va devenir, pour les 2 livres suivants, là, pour le coup, vraiment cette nouvelle forme qui, à ma connaissance, n'existait pas en l'état avant toi, c'est ces espèces de cold cases, enfin, comme le feuilleton du même nom, où là, tu te retrouves dans la position d'un Colombo qui exhume des affaires non élucidées ou mal élucidées, et où à chaque fois, tu réussis à apporter des éclairages nouveaux. Oui, et c'est pas forcément... ça me plaît, hein, le côté Colombo, mais c'est pas, par exemple, dans celui après Soulac. C'est vrai, Soulac, tu as raison, c'était une sorte de galop d'essai, ou en tout cas, j'ai fait ce que je voulais faire dans Soulac, mais ça m'a attiré vers d'autres choses. Et mon dernier livre, là, La Serpe, c'est un vrai truc d'enquête. Il y a quelqu'un qui a toujours été considéré comme l'assassin de 3 personnes, et moi j'essaye de démontrer en allant fouiller que non, c'est pas lui. Celui d'avant, La petite femelle, c'est pas ça. C'est-à-dire que je m'étais pas dit je suis Colombo, je vais résoudre une énigme de 70 ans plus tôt. Il n'y a pas de mystère. C'est-à-dire que c'est une femme qui a tué, effectivement, il n'y a aucun doute, elle a tué son ancien fiancé qui voulait plus se marier avec elle. Crime passionnel, bon voilà.
Et en fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage, je me suis rendu compte que s'il n'y avait aucun doute sur le fait qu'elle l'a tué, il y avait en revanche plus que des doutes sur la manière dont elle a été traitée par la presse, par l'opinion publique, par la justice, parce que c'est un crime passionnel dans les années 50. À cette époque-là, soit on était acquitté, surtout si c'était une femme, parce que dans les années 50, la femme, la pauvre, le seul truc qu'elle a dans la vie, c'est l'amour. Elle marche qu'avec son cœur et son utérus, elle n'a pas de cerveau. Donc si son homme la quitte, elle devient comme dingue, elle le tue, c'est normal, donc on la quitte. Ou 5 ans de prison maximum. Et cette femme, Pauline Dubuisson, qui a juste commis un crime passionnel, a été condamnée aux travaux forcés à perpétuité, avec une haine dans la France entière, dans la presse. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Donc ma contre-enquête, on peut appeler ça comme ça modestement, c'était plutôt cette femme qui a été présentée comme un monstre, on l'appelait l'ange noir, la diabolique, la maléfique. En fait, c'était une bonne fille, une bonne femme, dans le sens bonne femme. C'est ça que j'ai voulu montrer, c'était pas refaire une enquête, ou alors une enquête humaine, quoi, si tu veux, une enquête sur quelqu'un, pas sur un crime qui lui ne fait Oui, aucun c'est-à-dire doute. qu'effectivement, là, sans chipoter, contre-enquête, il y a malgré tout, parce qu'en fait, c'est pas du tout les faits qui lui a été reproché que tu revisites, mais ce que tu mets au jour, c'est la conspiration des braguettes, la conjuration du fromage de bite qui coalisait... Ouais, dans un truc un peu intello, artistique. Non, un fromage de- ou du Génada, comme on dit aussi. Non, mais une espèce de machine masculine et masculiniste qui se met en branle, si j'ose dire, et qui, avec une efficacité effroyable, va broyer cette femme dont le seul crime est d'être une femme, et c'est parce qu'elle est une femme et qu'elle revendique, bien que femme, le droit de travailler, de choisir son métier, de choisir les quelques amants qu'elle aura dans sa vie. Elle n'aura pas eu énormément, 6 en tout et pour tout, c'est pas une Marie, couche-toi là, et quand bien même il y en aurait 60, que ça ne changerait rien à la chorégraphie. Mais donc, c'est un procès en sorcellerie, en fait, qui lui est fait. Et ça, c'est quelque chose que, pour le coup, toi, tu reparcours, revisites et déconstruis. Donc, il y a quand même une grammaire de contre-enquête dès ce livre-là. Oui, et on lui reproche le fait d'être femme. Elle est vraiment, ça se passe dans l'après-guerre. Donc le crime, elle a tué son ancien fiancé en 51 et le procès c'est 53. Et c'est une période vraiment intéressante dont on parle assez peu. On parle souvent évidemment de la guerre, de l'occupation, après des années 60, libération des mœurs, mais la période charnière entre les deux, la période de bascule. Il y a eu plein de victimes. C'est-à-dire elle, quand tu dis elle revendique très calmement. Elle ne crie pas sur les toits. Elle fait des études de médecine. Un jeune homme la demande 5-6 fois en mariage en 2e et 3e année, celui qu'elle tuera plus tard. Elle dit non parce qu'elle préfère finir. Elle sait que si elle accepte sa demande en mariage, elle peut ranger sa blouse, prendre un tablier, un fer à repasser, une casserole, et voilà, elle sera femme de médecin. Elle dit, je veux terminer mes études, c'est 7 ans, je veux terminer, après on se mariera si tu veux. Et au procès, des gens, des vieux messieurs, c'est vraiment, le procès, c'est l'avant-guerre, la génération d'avant-guerre, c'est-à-dire vieux et des mecs qui tiennent bien le truc, contre une jeune femme toute seule. Et au procès, il disait, mais comment cette femme peut-elle préférer être médecin que femme de médecin ? Qu'est-ce qu'une femme peut rêver de mieux que d'être épouse de médecin en province, à Lille ? Bon. Et donc voilà, donc c'est le combat. Mais elle a pas mené de combat, en fait. Elle s'est fait juste écraser. Elle a juste... Le tort qu'elle a eu, c'est de regarder dans les yeux les juges. Mais elle a jamais ni crié, ni hurlé, ni... Elle a dit, voilà, moi, oui, je préfère être médecin que femme de médecin. Je veux me marier avec qui je veux choisir. Si je veux avoir 3-4 amants avant le mariage, je veux avoir le droit. Et juste, elle a regardé en face ces vieux juges, et ça les a mis en colère, et ça a mis en colère toute la France, les journaux, et ils l'ont massacré. Ils l'ont écrasé, mais vraiment, ils l'ont écrasé comme une punaise, et ils l'ont jeté en prison. Et moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est que, en fait, moi, j'ai découvert ce personnage de Pauline Dubuisson dans un truc qu'on m'a offert au bistrot en bas de chez moi, où je disais, je sais pas ce que je vais écrire pour mon prochain livre, je cherche peut-être un personnage de femme, un peu en marge. Et il y a une amie qui m'a offert un livre, une sorte de gros livre comme on doit trouver à Carrefour ou à Super U pour offrir à Noël, qui est Les femmes criminelles au XXe siècle. Elle me dit, feuillette ça, tu vas peut-être trouver quelque chose. Et dans ce livre, il y avait des sœurs Papin, Marie Bénard, Violette Nozière, des connus et puis des non connus. Ce livre, il est écrit en 2012. Il y a 5 pages sur Pauline Dubuisson. Et en 2012, elle est présentée comme la dernière des garces, quoi, comme une fille qui méprisait la société, qui ne respectait pas les hommes, qui haïssait les hommes, ou je ne sais quoi, en 2012. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à... Et moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai cru ce que j'ai lu.
Je me suis renseigné, j'ai acheté des journaux d'époque. Tous les journaux d'époque disaient pareil. L'Ange Noir enfin condamné, La Maléfique punie. Et je me dis, moi je croyais que Pauline Dubuisson, c'était une sorte de furie qui avait décidé de se révolter férocement et de faire souffrir les hommes. Et celui qui lui résiste, elle le tue. Et je me dis, je vais écrire un petit livre sec et féroce sur cette guerrière en jupon. Ça va changer de mes livres un peu ramollo d'habitude, sur Bruno Sulac, le gentil gangster, etc. Et en fait, je commence à creuser, je creuse. Plus je creuse, plus je découvre que tout ce qui a été écrit sur elle, du jour du crime jusqu'à 2012, tout est faux, mais parfois volontairement mensonger pour la présenter comme une ennemie de la société. Et donc voilà, et je trouve de plus en plus. Et au lieu d'écrire un petit livre sec et féroce, j'ai écrit un énorme livre tout mou et tout sentimental sur mon amour pour cette pauvre fille qui a eu sa vie massacrée par les vieux messieurs d'avant-guerre. Et si elle était née 10 ans plus tard, c'était bon pour elle, quoi. Et en fait, elle a été la première, et d'autres. Dans les années 50, il y a plein de femmes comme ça qui ont été emprisonnées, mises à l'ombre, parce qu'elles avaient essayé de se débattre un peu. Et puis voilà, après, ça a ouvert les portes. Plein de portes ne sont pas encore ouvertes, mais ça a entrouvert des portes. Et alors, tu parlais de des petits bouts de pommes, de poire, de pêche et de Scooby-Doo qui te représentent dans... Après, on fera une petite chanson. Dans tes romans. Enfin, oui. Et ça t'amène à créer les apparences du hors-sujet. C'est-à-dire que le discours officiel à ton propos, c'est « Ah, ben alors... Genadas, c'est le roi de la digression, c'est le roi de la parenthèse. C'est des parenthèses gigognes, un peu comme les poupées russes. Il y a chose qui normalement est proscrite. Il y a une parenthèse dans la parenthèse et une parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, etc. Avec d'ailleurs une dextérité qui s'apparente au cirque du soleil, parce que c'est extrêmement périlleux et ça s'apparente au saut à l'élastique sans élastique. Et il retombe toujours sur ses pattes. Alors parfois, le début de la première parenthèse se trouve 4 pages auparavant, mais... Tu vas décourager les gens. Non, mais justement, c'est de la haute voltige et c'est extrêmement impressionnant. Mais de la même façon qu'on a pu dire que tu faisais de l'autofiction alors que Rousseau en avait fait avant toi, cette gourmandise pour la digression ou pour la parenthèse, tu ne l'as pas inauguré puisque l'un de tes modèles, c'est, je crois, Jacques le Fataliste. Oui, c'est un 1740 ou 50. C'est le seul livre que je relis. Je relis jamais de livres parce que je me dis chaque livre que je relis, aussi génial soit-il, c'est un livre de moins que je lirai avant de mourir. Donc ça me déprime. Mais Jacques le Fataliste, c'est le seul livre que je relis régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans. C'est 18e siècle. Si c'est publié aujourd'hui, on dit quelle audace, mais le mec est fou, les lecteurs ne vont pas suivre. Jacques le Fataliste, qui moi est un chef-d'œuvre absolu. Alors là, les digressions, moi quand on dit que je fais des digressions, mais alors lui, mais c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il commence à raconter une histoire qui met tout le roman à raconter en l'interrompant sans cesse. Et parfois, c'est même Diderot. Il va nous expliquer. En fait, il s'approche d'une jeune fille et il commence à lui soulever sa jupe à la jeune fille, Denise, la belle Denise. Et on attend qu'il soulève la jupe. Et ça vient 300 pages plus loin. Et à un moment, il s'approche. Et Diderot dit « Oh, je suis un peu fatigué, je souffle ma bougie, je vais me coucher. » L'auteur, en plein milieu, quoi, 1740. Et le lendemain, il reprend et il repart sur quelque chose en disant après « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié où j'en étais. » Et donc, c'est Jacques et son maître qui se baladent dans la campagne. Et à chaque fois qu'ils s'arrêtent dans un bistrot, une auberge, ils ont des nouvelles aventures, racontent des trucs. Enfin, pour moi, c'est... alors, je comprends, ça puisse agacer certaines personnes ou quoi, mais pour moi, c'est du diamant, c'est mon maître, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, entre les confessions de Rousseau, l'autofiction et les digressions de Diderot, en fait, t'as beau habiter dans le 10e, t'es plutôt un écrivain du 18e. Oui, alors ça, même sur le continent, c'est une blague qui franchit mal le périph'. Alors dans les dom-toms, c'est sûr que le bide est garanti. Oui, il parlait de la petite femelle, et puis évidemment de la serpe qui a été couronnée par ces dames du féminin. Et à chaque fois, c'est des livres qu'on peut placer sur les sièges, sur les fauteuils des salons de coiffure quand on y emmène des enfants en bas âge, et pour qu'ils soient à la bonne hauteur, parce que ça fait le double de l'épaisseur d'un annuaire des Deux-Sèvres. Mais quand bien même ça fait à chaque fois 700 pages,
personnellement, je trouve qu'il vaut mieux 700 pages de Génada que cette ligne de Jean-Philippe Toussaint. Donc, non, mais c'est vraiment, je les lis plus vite, personnellement, et il y a moins d'aspérité qui me déchire la prunelle. Et bon, la serpe, c'est pas la peine de trop en parler, parce qu'il en peut plus, ça fait 1 an qu'il... et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais si vous permettez, je vais vous demander d'avoir la gentillesse de me laisser partager avec vous mon journal de lecture de La Petite Femelle que j'ai lu cet été. Et au fur et à mesure que je le lisais, je ne pouvais m'empêcher d'exprimer ce que le livre m'inspirait. C'est un journal de bord et j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir par vous-même. Moi, je ne sais pas, j'ai pas lu. Alors, c'est des choses que je partageais sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, donc en l'occurrence Instagram. Donc, par exemple, alors là je ne sais pas à quelle page je suis, hein, mais je viens juste de commencer. Je reproduis la couverture de La Petite Femelle et en légende, je mets « chef-d'œuvre, point, l'auteur est in love, point, et nous avec ». Bon. Quelques pages plus loin, je reproduis à nouveau la même couverture et je dis « même Flaubert aura moins aimé et moins bien traité sa Bovary ». Bon, voilà. Une centaine de pages plus loin, même couverture, et je dis plus de 700 pages, point, et la preuve que le bonheur est donc toujours trop court, 3 points de suspension. Et puis, j'attends d'avoir fini le livre, et alors là, je publie ça sur les réseaux sociaux. La couverture du livre, et je dis « vient de finir, bouleversé par les dernières pages sublimes. Ce livre immense. Monument à la mémoire de toutes les femmes libres broyées par la conjuration revancharde des quéquettes inquiètes, des obs suprémacistes et des biroutes bafouées. Réhabilitation de toutes les indépendantes, les indisciplinables, les assoiffées de vie selon leurs propres termes. Ode simple, forte, drôle parfois, mais jaune alors, mais surtout poignante à la liberté qu'ont les filles et les femmes de faire, au propre comme au figuré, ce qu'elles veulent avec leurs cheveux. L'auteur est un écrivain colossal et un homme qui réconcilie avec la testostérone. La masculinité, c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait. Demain, je cours mettre un genou à terre devant lui. Alors donc là, je vais mettre un genou à terre devant lui pour vous lire le dernier truc que j'ai publié à propos de La Petite Femelle. Et donc, je joins le geste à la parole et je mets un genou à terre. Je suis gêné, arrête. Devant Sophie. Claire. Génada, gentil grizzly qui aime le whisky. Ça me fait plaisir de te le dire devant les gens. On n'est pas vraiment collègues. Certes, on fait le même métier, mais on ne boxe pas dans la même catégorie. Car toi, tu as écrit La Petite Femelle. La bonne nouvelle, mon gars, c'est que tu as écrit la Petite Femelle. La moins bonne nouvelle, pardon, c'est que les chances sont minces de voir la foudre tomber avec ce fracas 2 fois au même endroit. Là, c'est pas juste du brigand bien-aimé ou du cold case à l'outil de jardinage, si brillant et époustouflant que soit Sulac et la faucille renaudée, en fait c'était féminisé l'automne dernier. Là, tu as vengé des mortes, tu as rebroché des tondus, tu as redonné espoir à des excisés. Là, mon vieux, t'as rendu un peu d'honneur à tout ce qu'il existe comme bites honnêtes qui, du coup, peuvent recommencer à se regarder dans la glace sans que ce soit juste la honte qui leur fasse monter le rouge au gland. Je te souhaite bien sûr de revenir au score aussi fort dès la prochaine fois. Je suis perdu. Mais là, déjà, dis-toi que ce que tu as fait, je ne vois pas qui aurait su le faire comme ça, à part toi. Moralité, moi je serai au blanc, mais ça me fera plaisir de te travailler en férocité avec le jus d'orge distillé et la tour bordage de ton choix. Tu mérites une statue et un fût à ton nom. Et par-delà nos écarts de niveau, c'est quand même bien confraternellement que je t'embrasse. Et donc c'est bien confraternellement que je t'embrasse. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, Embarrassé. il est à vous. Merci, Chalumeau. Quelle flamme. Joli. Il est à vous, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Je le tiens si vous voulez. Tout le monde est ému. Ah oui, j'espère. Je ferai pas ça tous les jours non plus, comme disait une... Tiens, je vais profiter d'un petit silence pour... tout à l'heure, il y aura Robert McLaren-Wilson qui vient ici. Et il m'a mis au défi de dire je ne sais pas combien de fois le mot chiotte pendant que je parle avec Chalumeau. Et qu'il ferait plus après.
Donc pendant que vous réfléchissez, si vous avez des questions, je vais dire chiotte, 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 chiotte. À tout à l'heure, Bob, essaye de faire mieux. Chiotte, chiotte. Bon, en même temps, on avait tout couvert. Hein. C'est normal que les gens n'aient pas de questions, parce que c'était assez exhaustif, notre exercice. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ah. Quels sont les auteurs qui sont vos sources de plaisir de lecture ou d'inspiration, ou ceux qui vous inspirent vraiment? Ma principale source d'inspiration et mon principal plaisir de lecture, c'est Laurent Chalumeau. En plus, c'est vrai, j'adore ces livres, mais je peux pas le dire parce que sinon ça fait... allez, je me mets... Donc, plein, hein, c'est comme les gens, des auteurs très différents, que ce soit français. Alors, français contemporain, il n'y a pas des tonnes et des tonnes, mais je vais dire des trucs vrais. Par exemple, Jérôme Ferrari, qui était là hier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Virginie Despentes, mais dans les auteurs français contemporains, il n'y a pas énormément, mais après, je lis beaucoup de... Enfin, je ne vais pas citer tous les gens qui m'ont touché, mais voilà, il y en a pas mal. Et puis, j'aime bien le jeune sauvage là-bas derrière. Là. Allez hop, à l'apéro. Alors, le bar est ouvert. Ah non, mais j'aimerais bien savoir ce qu'est... Oui, le jeune, là, à la place de qui je suis allé en garde à vue. Et non, par contre, je sais ce qu'est devenu le petit vieux. Le petit vieux qui m'a dénoncé, parce qu'en plus, il est venu témoigner, mais même 24 heures après, hein, il dit « c'est lui ». Et en fait, je l'ai recroisé dans mon quartier pendant 10 ans. Et je le foudroyais du regard, mais je dois être nul en foudroyage de regard. Il s'en foutait complètement. Il passait à côté de moi, je me regardais. Et j'ai essayé de le terrifier et de lui dire « tu m'as mis en prison, je vais me venger, mais tu vas... » Ben voilà, j'ai même pas réussi à lui faire peur. Oui, là j'ai un livre sur lequel je suis en train de travailler. Comme La Serpe a eu un succès grâce au prix, surtout, j'ai fait une très longue tournée de promo. Normalement, je ne devrais pas être ici. Mais le Sébastien, là, j'avais promis, puis ça a l'air d'être un bon gars, donc j'ai dit d'accord, allez hop, je viens, mais normalement c'est fini. Et là, je peux me remettre à travailler, et donc je suis dans une période de documentation, de recherche. Je vais travailler sur quelque chose, je dirais pas ce que c'est, mais c'est un fait divers encore, dans les années 60, cette fois, qui est aussi une période que je trouve très intéressante, comme toutes les périodes. Hein, et donc voilà, puis mon but, parce que mine de rien, le Chalumeau, là, il fait des compliments, il se met à genoux et tout, mais il dit quand même, tu peux continuer à écrire tout ce que tu veux, plus jamais tu feras quelque chose d'aussi bien. Il a dit. Oui, mais je le pense. Ben là, maintenant, je vais tenter. Bon, je sais que tu me diras, parce que tu es de mauvaise foi. Non. Tu diras, oui, c'est pas mal, mais enfin, ça vaut pas la petite semaine. Mais donc, je vais essayer de faire... voilà. Et je sais qu'il faut que je me donne au maximum. Donc, le livre devait sortir initialement en septembre 2019, puisque j'ai une sorte de rythme, comme d'ailleurs pas mal d'auteurs, un peu tous les 2 ans. Mais là, j'y arriverai pas, et puis je vais vraiment m'appliquer, pour une fois. Donc, ça sera en 2020. Il envoie des mails à ses copines. Oui, bonjour. Bonjour, je suis là, bonjour. Non, je vais pas vous poser de questions, parce que je voulais vous dire que j'adore la littérature, bien sûr, autrement je ne serais pas là. C'est le coup de foudre. C'est un coup de foudre violent. Évidemment, ni sentimental, ni sexuel, bien sûr, mais littéraire. Bravo, vous avez en plus, vous êtes très drôle, votre coéquipier aussi. Oui, hein. surtout. Vous faites une équipe remarquable. Et alors on fait aussi les semaines commerciales, les bar mitzvahs. Je veux dire, alors, je vous rejoins, je viens. Je voulais vous dire, monsieur l'écrivain, que on vous prend, on vous garde, on va vous lire avec une volupté merveilleuse. Je vous félicite, c'est formidable. Et merci à Sébastien, mon ami, de trouver des gens comme ça.
Parce que souvent, les écrivains, même Ouais. s'ils écrivent merveilleusement bien, Dans la souvent ils vie, sont ennuyeux dans leur, quand ils parlent, quand ils s'expriment en public. Je vous félicite, continuez et bravo à Merci. votre coéquipier aussi. Surtout lui. Alors, Je redis, nous faisons les Oui. enterrements de Voilà. de garçons, Voilà, les bridal showers. enfin, voilà. Mais si vous voulez, les tarifs je sont viens avec disponibles vous, en hein. ligne. Je viens avec vous, vous pouvez m'emmener, je vendrai vos bouquins. Voilà, à tout de suite. On l'emmène. Bah, Dieu vous bénisse, madame. Merci. Pour ça et pour le reste, je suis sûr. Merci beaucoup. Oui, merci. Je voulais Bonne juste soirée. vous dire, évidemment, que Philippe Génada va dédicacer les livres, si ça vous intéresse, et que Laurent Chalumeau, on s'est dit que tant qu'à faire, on avait commandé quelques livres, donc ils sont là aussi. Et si jamais vous avez l'idée saugrenue de lire Laurent Chalumeau, Chalumeau, c'est quoi ton nom? Il faut bien touiller avant de lire. C'est pas ça non plus, ça passe pas le périph'. Donc voilà, et ils seront là tous les deux, et ils seront très. Et puis même si vous achetez pas de livre, vous pouvez aller discuter, ils ont toujours des blagues. C'est vrai? Voilà, merci.